Bonsoir et bienvenue. L'héritage, la pièce maîtresse. Ce que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt. Santé, choix, discipline et liberté. C'est un livre de Tenez-vous tranquille, moins de 100 pages, qui compte 30 chapitres. Donc des chapitres vraiment courts, mais j'espère que vous aurez du plaisir à les lire. Avertissement. Ce livre n'est pas un conseil médical. Ce livre ne remplace ni un médecin, ni un diagnostic, ni un suivi professionnel. Il ne parle pas à la place de la médecine et il ne parle pas contre elle. Il se situe ailleurs. Il explore ce que l'on apprend rarement dans un cabinet, ce qui ne se mesure pas toujours par des chiffres ou des examens, mais qui pèse pourtant lourdement sur la santé, les choix et les trajectoires de vie. Les limites de ce livre sont claires. Tu peux y trouver des repères, des mises en garde, des clés de compréhension issues de l'expérience vécue. Tu ne dois jamais y chercher une autorisation à ignorer un symptôme sérieux, à retarder une consultation nécessaire ou à te substituer à un professionnel compétent. Il existe des moments où il faut absolument consulter. Quand la douleur persiste, quand les signaux s'aggravent, quand le doute devient inquiétude, ce livre doit s'effacer sans discussion devant l'expertise médicale. Mais ce livre peut te sauver des années d'erreur. Il existe une différence profonde entre l'information gratuite et l'expérience payée très cher. La première s'oublie facilement. La seconde s'inscrit dans le corps, dans la mémoire, parfois dans les cicatrices. Certaines leçons ne devraient pas avoir besoin d'être réapprises à la dure par chaque guérison ou par chaque génération, non parce qu'elles seraient simples, mais parce que leur prix est trop élevé. Des années de santé perdues, du temps gaspillé, des relations abîmées, une estime de soi lentement érodée. Ce livre est né de ces errances, de détours inutiles, de signaux ignorés trop longtemps, de croyances tenaces qui coûtent plus qu'elles ne rapportent. S'il ne peut pas t'épargner toutes les erreurs, car certaines font partie du chemin, il peut au moins t'éviter celles qui n'apportent rien, sinon de la fatigue et du regret. C'est en cela qu'il constitue un héritage, non pas une promesse de confort, mais une tentative honnête de réduire le gaspillage de douleur. Introduction générale. L'héritage comme pièce maîtresse. Un héritage n'est pas ce qu'on laisse derrière soi, mais ce que l'on modifie dans la manière de vivre de ceux qui viennent après. Jean-Louis Dossou. Un héritage vraiment utile ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il transforme. Il ne tient pas seulement dans ce que l'on laisse derrière soi, mais dans ce que l'on dépose silencieusement dans la manière de vivre des autres. On parle souvent d'héritage matériel, ce qui se transmet par les biens, l'argent, les objets et les titres. Mais il existe un héritage plus discret, plus déterminant et infiniment plus durable. Un héritage invisible, fait d'habitudes, de réflexes, de croyances, de façon d'habiter son corps, de gérer la douleur, le temps, l'effort, l'échec et même le silence. C'est cet héritage-là que nous transmettons le plus, souvent sans en avoir conscience, parce que nous tolérons, parce que nous fuyons, par la manière dont nous nous parlons à nous-mêmes, par ce que nous considérons comme normal, acceptable ou inévitable. Mais lorsque nous croyons ne rien transmettre, quelque chose passe. Des schémas se répètent, des chaînes familiales se prolongent, parfois à notre insu. Certaines enferment, d'autres libèrent, selon que nous les avons reconnues ou laissées agir dans l'ombre. Ce livre est né de cette prise de conscience. Ce que nous ne nommons pas continue d'agir. Ce que nous n'avons pas compris se reproduit. Il n'est pas né d'une théorie aboutie, mais d'une résistance du réel. De moments où les concepts ne suffisent plus, où le corps dit non, où la vie impose ses limites, là où les modèles élégants cessent de fonctionner, l'expérience commence à enseigner autrement. C'est pourquoi ce livre n'est pas une démonstration, il est une transmission.
une conversation intergénérationnelle, parfois maladroite, parfois inconfortable, mais honnête. Une tentative de déposer ce qui a été appris trop lentement, trop cher, trop tard, pour que d'autres n'aient pas à répartir de zéro. Au cœur de cette transmission se trouve une idée simple mais structurante, celle de la pièce maîtresse. Dans tout système complexe, il existe un élément central qui, une fois déplacé, réorganise tout le reste. Une clé qui ne résout pas tout, mais qui change la manière de regarder l'ensemble. Ce livre cherche cette pièce maîtresse-là, non pour offrir des solutions rapides, mais pour réordonner les priorités. Non pour promettre une vie sans difficulté, mais pour rendre la traversée plus cohérente, plus consciente, moins gaspillée. Il ne doit pas être lu comme un manuel. Il ne propose ni recette universelle, ni protocole à appliquer. Il doit être lu comme un passage de relais, comme une main tendue, non pour diriger, mais pour transmettre ce qui mérite de l'être. À toi ensuite de t'en saisir, de l'adapter, de le transformer et peut-être un jour de le transmettre à ton tour. Partie 1. Ce que les livres n'enseignent pas. Chapitre 1. Ce que la douleur enseigne mieux que les diplômes. Certaines leçons n'entrent pas par l'intelligence, mais par ce que l'on traverse. Il existe des apprentissages que l'on ne trouve dans aucun cursus. Non parce qu'ils seraient trop complexes, mais parce qu'ils ne se transmettent pas par accumulation de savoir. Ils ne s'enseignent pas, ils se traversent. La douleur fait partie de ceux-là. Elle n'a rien de noble en soi. Elle n'est ni souhaitable, ni héroïque, ni indispensable à tout progrès, mais lorsqu'elle est là, qu'elle soit physique, psychique ou existentielle, elle devient un professeur redoutablement efficace. Non parce qu'elle explique bien, mais parce qu'elle ne permet pas de détourner le regard. Les diplômes structurent l'intellect, la douleur restructure les priorités. Elle apprend ce que les livres contournent souvent, où se situe réellement la limite, ce qui compte quand l'énergie baisse, ce qui reste quand la certitude tombe. On peut savoir énormément de choses sans jamais les avoir intégrées. On peut réciter des principes justes et continuer à vivre à côté d'eux. Il existe une différence profonde entre savoir et avoir traversé. Savoir, c'est pouvoir expliquer. Traverser, c'est ne plus pouvoir faire semblant. Certaines vérités restent théoriques tant que rien ne les met à l'épreuve. Le respect de soi, l'écoute du corps, la gestion du temps, la hiérarchie des priorités, elles prennent une forme nette seulement lorsqu'un prix est payé. Lorsque continuer comme avant devient impossible. Lorsque le corps dit non ou que la vie impose un ralentissement brutal. La douleur oblige à réviser ce que l'on croyait acquis. Elle met en défaut les modèles élégants. Elle révèle les incohérences que l'on comprenait et que l'on compensait jusque-là par l'effort, la volonté ou l'illusion de contrôle. Ce n'est pas qu'elle rend plus intelligent, c'est qu'elle rend moins aveugle. Elle coupe court aux discours abstraits. Elle force à regarder ce qui jusque-là était toléré, minimisé, repoussé à plus tard. Elle montre ce que l'on sacrifiait sans s'en rendre compte, souvent au nom de bonnes raisons. C'est pour cela que certaines vérités ne prennent forme que dans l'épreuve. Non parce qu'elles aiment la souffrance, mais parce qu'elles exigent un engagement réel, incarné, et non une simple adhésion intellectuelle. Ce chapitre ne glorifie pas la douleur. Il reconnaît simplement sa capacité à révéler. Et il pose une question centrale pour la suite de ce livre. Qu'est-ce que tu as appris uniquement parce que tu n'as pas eu le choix? Chapitre 2. Les zones grises de la vie quotidienne. La vie se décide rarement dans le clair, mais toujours dans l'imparfait. La vie réelle se déroule rarement dans des cadres nets. Elle n'obéit ni au QCM, ni au cas d'école, ni aux oppositions simples entre le bien et le mal. Elle se déploie dans des zones grises, là où les décisions doivent être prises sans garantie, sans certitude et souvent sans applaudissement. On aimerait croire que les bons choix se reconnaissent facilement, qu'ils s'imposent d'eux-mêmes, qu'il suffirait d'être suffisamment informé,
suffisamment raisonnable, suffisamment prudent. Mais la plupart des décisions importantes se prennent sans avoir toutes les données, parfois même avec des informations contradictoires, et presque toujours avec une part d'ignorance irréductible. Dans ces zones grises, attendre d'avoir une certitude revient souvent à ne jamais décider ou à laisser les circonstances décider à notre place, ce qui n'est pas une absence de choix, mais un choix déguisé. Le problème n'est pas l'incertitude, elle fait partie du réel. Le problème est la manière dont on y réagit. Certains s'y abandonnent avec naïveté, ils confondent confiance et déni, ils avancent en espérant que tout ira bien, sans écouter les signaux faibles, sans ajuster leur trajectoire, sans accepter l'idée que toute décision comporte un risque. D'autres s'y crispent avec paranoïa. Ils veulent tout prévoir, tout contrôler, tout sécuriser. Ils multiplient les scénarios, les vérifications, les plans de secours jusqu'à l'épuisement. À force de vouloir éliminer tout danger, ils finissent par se paralyser. Entre ces deux extrêmes existe une posture plus difficile mais plus juste, celle du discernement. Décider dans les zones grises, ce n'est pas chercher la certitude, c'est accepter de ne pas tout savoir tout en restant attentif. C'est avancer sans s'aveugler, c'est reconnaître le risque sans le dramatiser. Cela suppose de développer une sensibilité fine aux conséquences, de regarder non seulement ce qui est immédiatement confortable ou rassurant, mais ce que chaque choix rend probable à moyen et long terme. Non pas dans une logique de peur, mais de responsabilité. Elle demande une capacité d'ajustement, une vigilance calme, la faculté de corriger sa trajectoire avant que l'écart ne devienne une rupture. Ce chapitre ne prétend pas dissiper l'incertitude. Il invite simplement à ne plus la subir, à accepter que l'absence de réponse parfaite n'est pas un échec et que savoir décider dans l'imparfait est peut-être l'une des compétences les plus précieuses et les moins enseignées de la vie adulte. Chapitre 3. Le langage du corps que personne ne traduit pour nous. Le corps parle bas avant de parler fort. Ceux qui l'ignorent apprennent plus tard. Le corps parle en permanence. Il ne crie pas d'emblée. Il chuchote. Il s'exprime par des signaux faibles, discrets, faciles à ignorer. Une fatigue inhabituelle, une irritabilité qui s'installe, une lassitude sans cause évidente, des micro-douleurs que l'on banalise, rien de spectaculaire, rien d'alarmant en apparence. C'est précisément pour cela qu'on apprend à ne pas les écouter. Très tôt, on nous entraîne à passer outre, à tenir, à relativiser, à continuer malgré tout, à confondre endurance et intelligence, résistance et maturité. On apprend à considérer ces signaux comme des obstacles à contourner plutôt que comme des informations à traduire, jusqu'au jour où le corps, faute d'avoir été entendu, cesse de parler doucement. Alors, il élève la voix. La fatigue devient épuisement, la tension devient douleur, l'irritabilité devient rupture. Ce qui aurait pu être ajusté progressivement doit désormais être traité dans l'urgence. Ce n'est pas que le corps trahit, c'est qu'il a longtemps été ignoré. Le problème n'est pas l'absence d'information, le problème est l'absence de traduction. Personne ne nous apprend à lire ce langage, à distinguer une alerte passagère d'un signal structurel, à comprendre ce qui relève d'un effort normal et ce qui annonce un déséquilibre durable. À défaut, deux dérives apparaissent. La première consiste à ignorer systématiquement le corps, à vivre comme si l'on pouvait s'en affranchir, à le considérer comme un outil interchangeable tant qu'il permet d'avancer. La seconde consiste à s'y enfermer, à scruter chaque sensation, à interpréter le moindre inconfort comme une menace, à confondre écoute et obsession. Écouter son corps ne signifie ni le malmener, ni le surveiller en permanence. Cela signifie reconnaître qu'il enregistre ce que l'esprit rationalise, minimise ou repousse, qu'il garde la mémoire de nos incohérences et qu'il tente à sa manière de nous ramener à une forme d'équilibre. Ce chapitre n'invite pas à vivre dans l'hypervigilance. Il invite à réapprendre une compétence oubliée, celle d'une attention simple, régulière, non dramatique. Une écoute qui ne cherche pas à tout contrôler, mais qui permet d'ajuster avant de casser, de ralentir avant de s'arrêter, de corriger avant de subir. Le corps ne demande pas une obéissance aveugle, il demande une considération lucide. Et c'est souvent là que commence une relation
plus juste à soi-même. Chapitre 4. La face cachée des réussites visibles. On admire des résultats, mais on vit toujours des trajectoires. La plupart des réussites que l'on admire sont muettes sur leur propre histoire. Elles se présentent comme des résultats, rarement comme des trajectoires. Une photo, un titre, un chiffre, une fonction, un avant-après. Tout ce qui a précédé disparaît hors champ. Les réseaux, les CV, les récits publics montrent ce qui est montrable. Ils ne mentent pas toujours, mais ils amplifient. Ils effacent les renoncements, les sacrifices silencieux, les périodes de doute, les nuits blanches où rien n'avance, les moments où l'on a hésité à abandonner. Ce que l'on voit est réel. Ce que l'on ne voit pas l'est tout autant. Chaque réussite visible repose sur une série de choix invisibles, des compromis acceptés, des opportunités refusées, des relations mises à distance, des rythmes intenables sur la durée, parfois payés plus tard par le corps ou l'équilibre intérieur. Comparer son quotidien à ces images épurées est une erreur fréquente et coûteuse. On se juge sur ce que l'on vit réellement et l'on envie ce que l'on voit partiellement chez les autres. Ce décalage crée une double illusion. D'un côté, on surestime la facilité des trajectoires admirées. De l'autre, on sous-estime la complexité et la valeur de la sienne. Il ne s'agit pas de dénigrer la réussite, ni de prétendre qu'elle serait toujours synonyme de souffrance. Il s'agit de la replacer dans son contexte réel, celui d'un chemin rarement linéaire, souvent fragile, parfois déséquilibré. Envier un résultat sans comprendre la trajectoire qui y mène revient à désirer un effet sans accepter sa cause, à vouloir l'aboutissement sans le prix, à ignorer les conséquences différées de certains choix. Ce chapitre invite à déplacer le regard, à ne plus se demander seulement où en est cette personne, mais qu'a-t-elle traversé pour en arriver là, et surtout, serais-je prêt à vivre ce qu'elle a vécu pour obtenir ce qu'elle a? Cette question change tout. Elle transforme l'envie en discernement, la comparaison en clarification et parfois l'admiration en soulagement. Comprendre les trajectoires permet de cesser de se juger injustement, de reconnaître que certaines réussites ne nous correspondent pas, non par incapacité, mais par choix, et de redonner de la valeur à des chemins moins visibles, mais plus cohérents. Ce chapitre n'appelle pas à renoncer à toute ambition. Il invite à choisir la sienne en connaissance de cause, car une réussite qui nie son propre coût finit souvent par le faire payer ailleurs. Partie 2, excusez-moi, les erreurs que l'on paie cher. Chapitre 5. Confondre urgence et importance. Ce qui est urgent fait du bruit. Ce qui est important insiste. L'urgence a une voix forte. Elle s'impose, elle presse, elle exige une réponse immédiate. Elle donne l'illusion d'être indispensable, incontournable, prioritaire. L'important, lui, parle plus bas. Il ne crie pas, il attend. Et c'est précisément pour cela qu'on le repousse. La tyrannie du tout de suite ne s'installe pas par hasard. Elle s'appuie sur une confusion profonde. Croire que ce qui réclame une attention immédiate mérite automatiquement d'être traité en priorité. À force de répondre à l'urgence, on finit par organiser sa vie autour de ce qui brûle et non de ce qui construit. Vivre en mode incendie permanent devient alors une norme. On éteint des feux, on réagit, on s'adapte, on tient, mais ce mode de fonctionnement a un coût élevé, souvent invisible au début. Il grignote la lucidité, il raccourcit la perspective, il empêche toute vision d'ensemble. Sous pression constante, on ne choisit plus vraiment, on exécute, on survit. Les décisions deviennent défensives, dictées par l'évitement du pire plutôt que par la construction du meilleur. La santé est souvent la première à payer le prix. Le sommeil est sacrifié. Les signaux du corps sont ignorés. Le stress devient un état de fond, puis une identité. Les relations suivent. L'impatience remplace l'écoute. La fatigue altère la présence. Les échanges se réduisent à des fonctions à remplir, des problèmes à régler, des tensions à contenir. Même la performance finit par se dégrader. Ce qui semblait efficace à court terme devient destructeur à long terme. L'urgence chronique use les ressources qu'elle prétend optimiser. Ce chapitre ne diabolise pas l'urgence. Il existe des situations où elle est réelle, légitime, vitale.
Le problème commence lorsque tout devient urgent tout le temps. Confondre urgence et importance revient à céder la direction de sa vie à ce qui fait le plus de bruit, à laisser les priorités être définies par la pression plutôt que par le sens. Apprendre à distinguer les deux n'est pas un luxe organisationnel, c'est une condition de survie à long terme pour la santé, pour la clarté intérieure et pour la qualité des liens. Ce chapitre ouvre une question inconfortable mais essentielle. Qu'est-ce qui est réellement important dans ta vie? Et depuis combien de temps n'a-t-il pas été traité comme tel? Chapitre 6. Sous-estimer le pouvoir des petites habitudes nocives. Ce n'est pas l'excès qui détruit le plus, mais ce que l'on répète sans y penser. Les grandes catastrophes sont rares. Elles marquent les esprits, mais elles expliquent peu de choses. Ce qui use vraiment, ce sont les petits gestes répétés, ceux qui paraissent anodins, ceux que l'on ne questionne même plus. Une mauvaise nuit de temps en temps ne détruit pas une santé. Un repas déséquilibré, une semaine chargée, une semaine chargée, une période de stress non plus. Mais la répétition transforme l'exception en terrain et le terrain finit par produire ses effets. Les micro-gestes sont puissants précisément parce qu'ils sont discrets. Ils ne déclenchent pas d'alarme. Ils s'installent dans le quotidien. Ils deviennent des automatismes. C'est ainsi que naissent les habitudes invisibles, celles que l'on voit, celles que l'on ne voit même plus, parce qu'elles font partie du décor. La posture négligée, le sommeil systématiquement raccourci, les pauses repoussées, les tensions gardées pour soi, les limites franchies sans protester. À force, le corps et l'esprit s'adaptent, non pas en devenant plus solides, mais en abaissant leur seuil de tolérance. Ce qui était inconfortable devient normal, ce qui était anormal devient acceptable. Le danger n'est pas dans l'acte isolé, il est dans la phrase qui l'accompagne. Ce n'est pas grave. Prononcer une fois, elle rassure. Répéter 1000 fois, elle anesthésie. Elle justifie l'accumulation. Elle permet de différer indéfiniment les ajustements nécessaires. Quand les conséquences apparaissent, enfin, elles semblent soudaines. Un épuisement, une douleur persistante, une perte de motivation, un corps qui ne suit plus. Mais rien n'est réellement arrivé d'un coup. Tout était en préparation depuis longtemps. Ce chapitre n'invite pas à traquer chaque imperfection du quotidien. Il invite à reconnaître le pouvoir cumulatif des petits renoncements, à comprendre que la plupart des dégâts ne viennent pas de décisions dramatiques, mais de tolérances répétées. Réinterroger les habitudes invisibles, ce n'est pas vivre dans la contrainte, c'est reprendre une marge de manœuvre avant que les choix ne disparaissent. Car ce qui n'est pas grave aujourd'hui peut devenir gravissime demain. Non pas malchance, mais par accumulation. Chapitre 7. Se trahir soi-même pour être aimé ou reconnu. Je rappelle que ce livre comporte 30 chapitres et qu'il fait 99 pages. C'est pour cela que les chapitres sont assez courts. On se perd rarement d'un coup. On se quitte par petites concessions. La plupart des trahisons ne viennent pas des autres. Elles viennent de l'intérieur. Elles ne prennent pas la forme de grands reniements spectaculaires, mais de petits compromis répétés, justifiés, rationalisés. Au départ, il semble anodin. On accepte une situation qui ne nous convient pas tout à fait. On se tait pour éviter un conflit. On cède pour préserver un lien, une image, une place. Rien de dramatique en apparence. Juste un ajustement, puis un autre, puis encore un. C'est ainsi que certaines concessions deviennent des fractures. Non parce qu'elles sont énormes, mais parce qu'elles s'accumulent sans être nommées. À force de s'adapter, on finit par disparaître de l'équation. Apprendre à se renier ne se fait pas d'un coup. Cela s'apprend en silence, dans les petites phrases que l'on se répète. Ce n'est pas si important. Je ferai avec. Ce n'est pas le bon moment. Peu à peu, une distance s'installe entre ce que l'on ressent et ce que l'on montre, entre ce que l'on pense et ce que l'on dit, entre ce que l'on est et ce que l'on présente. Ce décalage a un coût. Il se manifeste par une fatigue sourde, un ressentiment diffus, parfois une colère mal orientée. On ne sait plus exactement contre quoi on lutte, mais quelque chose se tend. Se trahir pour être aimé ou reconnu repose souvent sur une peur implicite, celle de perdre l'autre, la place, l'approbation, la sécurité,
Alors, on sacrifie une part de soi en espérant que le sacrifice reste invisible. Mais le corps et l'esprit, eux, s'en souviennent. Dire non devient alors un acte redouté. Non parce qu'il serait violent, mais parce qu'on l'associe à la rupture, au rejet, à la culpabilité. On confond affirmation de soi et agression, limite et rejet. Pourtant, dire non sans haine ni culpabilité n'est pas un acte de guerre, c'est un acte de clarté, un moyen de préserver la relation à l'autre, mais surtout à soi-même. Ce chapitre n'encourage pas la rigidité ni l'égoïsme. Il invite à une loyauté minimale envers soi, à reconnaître que toute relation construite sur l'auto-effacement finit par se dégrader, même si elle semble stable en surface, car ce que l'on gagne à court terme en approbation, on le perd souvent plus tard en cohérence, en énergie et en paix intérieure. Chapitre 8. Mettre sa santé en bas de la liste. Merci pour les 2 cœurs. Reporter le soin de soi donne toujours l'illusion d'être responsable. Mettre sa santé en bas de la liste ne se fait jamais frontalement. Personne ne dit un matin, à partir d'aujourd'hui, je vais me négliger. Cela se produit autrement, de manière plus subtile, plus acceptable, presque raisonnable. Tout commence par des phrases qui semblent pleines de bon sens. Je n'ai pas le temps en ce moment. Ce n'est qu'une période. Je verrai plus tard. Il y a plus important. Ces phrases justifient l'auto-abandon sans jamais le nommer. Elles donnent l'impression de faire preuve de responsabilité alors qu'elles organisent un report permanent de l'essentiel. La santé devient une variable d'ajustement, ce que l'on sacrifie quand la pression monte, ce que l'on compense par la volonté, le café, l'habitude, le déni. On tolère l'inconfort, puis on s'habitue à le tolérer. Et ce qui devait être transitoire devient un état de fond. Le corps s'adapte, mais à sa manière. Il compense tant qu'il peut. Il trouve des équilibres précaires jusqu'au jour où il n'y arrive plus. Le point de rupture n'arrive jamais par surprise. Il est préparé par une longue série de renoncements minuscules mais constants, par l'idée qu'il faut tenir encore un peu, par la croyance qu'un futur indéfini viendra réparer ce que le présent abîme. Ça ira mieux quand le travail se calmera, quand la situation sera plus stable, quand les autres iront mieux, quand ce ne sera plus le moment. Cette croyance est dangereuse parce qu'elle n'a pas de date. Le camp recule toujours et pendant ce temps, l'usure continue. Ce chapitre n'appelle pas à l'obsession de la santé. Il ne propose pas de mettre le corps au centre de tout en oubliant le reste. Il rappelle simplement une évidence souvent oubliée. Sans un minimum de soins, tout le reste devient plus fragile. Prendre soin de sa santé n'est pas un luxe, ni une récompense à mériter. Ce n'est pas ce que l'on fait après, c'est ce qui conditionne plutôt la possibilité même de continuer. Mettre sa santé en bas de la liste semble parfois courageux. À long terme, c'est presque toujours ce qui coûte le plus cher. Chapitre 9. Limiter, imiter au lieu de comprendre. Imiter au lieu de comprendre. Copier évite de douter. Comprendre oblige à choisir. C'est ma citation de départ. Imiter est tentant. Cela rassure. Cela donne l'impression d'avancer sans avoir à affronter l'incertitude du choix. Quand quelqu'un semble aller mieux, réussir davantage, tenir plus longtemps, la tentation est grande de copier ce qu'il fait. Ses routines, ses habitudes, ses méthodes, ses rythmes. Mais copier sans comprendre revient à appliquer une solution à un problème que l'on n'a pas pris le temps de définir. Les routines visibles sont toujours sorties de leur contexte. On ne voit ni l'histoire de la personne, ni son terrain, ni ses contraintes réelles, ni ce qu'elle a déjà traversé. On ne voit pas ce qu'elle peut se permettre, ni ce qu'elle paie ailleurs pour maintenir ce fonctionnement. Une même pratique peut être réparatrice pour l'un et destructrice pour l'autre. Non parce que l'un serait plus faible, mais parce que les équilibres ne sont pas les mêmes. Le corps, l'âge, le passé, la charge mentale, l'environnement, tout compte. Les recettes miracles prospèrent sur cette confusion. Elles promettent des résultats rapides, universels, reproductibles. Elles simplifient à l'extrême ce qui est fondamentalement singulier.
Elle fonctionne parfois un temps, puis elle cesse. Ou pire, elle continue à être appliquée alors même que leurs effets deviennent délétères. Le problème n'est pas d'expérimenter. Le problème est d'appliquer sans discernement, de s'accrocher à une méthode parce qu'elle a marché ailleurs, plutôt que d'observer honnêtement ce qu'elle produit chez soi. Imiter, c'est déléguer sa responsabilité. Comprendre, c'est la reprendre. Construire ses propres règles ne signifie pas repartir de zéro, ni rejeter toute influence. Cela signifie observer, tester, ajuster. Comprendre pourquoi quelque chose fonctionne ou ne fonctionne pas dans un contexte précis, le sien. Cela demande plus de lenteur, plus d'écoute, plus de doute aussi, mais c'est le prix de l'autonomie. Ce chapitre n'invite pas à se méfier de tout. Il invite à se méfier de ce qui prétend convenir à tous, car ce qui soigne sans discernement finit souvent par abîmer autrement. Et aucune routine, aussi séduisante soit-elle, ne remplacera jamais la compréhension fine de son propre fonctionnement. On va continuer avec le chapitre 10 pour finir. Attendre la catastrophe pour changer. Beaucoup changent non par lucidité, mais parce qu'ils n'ont plus le choix. Beaucoup de transformations commencent trop tard, non pas ignorance, mais pas inertie. Parce que tant que ça tient, on continue. Tant que le système fonctionne à peu près, on ne le remet pas en question. L'être humain change rarement quand tout va bien. Il change quand il n'a plus le choix, quand le crash survient, quand une rupture, une maladie, un burn-out, une perte ou un effondrement impose un arrêt brutal. Le crash agit comme un révélateur. Il coupe les échappatoires. Il rend visible des déséquilibres que l'on compensait jusque-là par l'effort, le déni ou la volonté. Il oblige à revoir ce que l'on repoussait indéfiniment. Pourquoi attendre ce point de rupture? Parce que changer avant semble toujours prématuré. Parce que renoncer à une trajectoire encore fonctionnelle paraît excessif. Parce que l'on confond inconfort et danger. Pourtant, les signaux existent bien avant l'impact. Ils sont discrets, progressifs, facilement rationalisés. Une fatigue qui s'installe, une irritabilité récurrente, un plaisir qui disparaît, un corps qui ralentit. Ces signaux ne sont pas des urgences, ils sont des invitations à ajuster, mais comme ils ne font pas mal tout de suite, on les ignore. Le paradoxe est là. Nous sommes prêts à supporter longtemps ce qui nous abîme lentement, mais incapables de tolérer l'idée de changer tant que la situation n'est pas devenue insupportable. Changer après le crash est parfois nécessaire, mais c'est presque toujours plus coûteux, plus brutal, plus radical que ce qui aurait été requis plus tôt. Corriger par micro-ajustement demande une autre posture. Elle suppose d'accepter de modifier une trajectoire avant d'y être contraint, de renoncer à un peu d'efficacité immédiate pour préserver une cohérence à long terme. Ces ajustements sont rarement spectaculaires. Ils concernent des rythmes, des limites, des choix apparemment mineurs, mais cumulés, ils changent la direction. Ce chapitre ne promet pas d'éviter toute crise. Certaines font partie de la vie. Il rappelle simplement que beaucoup de catastrophes sont des culminations, pas des accidents. Apprendre à changer avant le crash, ce n'est pas vivre dans la peur. C'est apprendre à écouter assez tôt pour ne pas avoir à tout reconstruire sur des ruines. C'est aussi peut-être l'une des formes les plus concrètes de maturité. La partie 3, la lenteur comme allié, je crois qu'on peut s'arrêter là aujourd'hui. Ce livre comporte 30 chapitres. On vient de parcourir 10. J'espère que vous avez aimé. On se donne rendez-vous demain ou après-demain pour la suite. Merci d'avoir été là ce soir. C'était le live de Santé Réussite TV. Live qui a eu pour base, pour support, le livre, l'héritage, la pièce maîtresse. Ce que j'aurais aimé qu'on m'enseigne plus tôt. Santé, choix, discipline. Et tout le reste.